Do you think it's time for Prime Minister Netanyahu to do more on this issue? Do you think he's doing enough? No. These murderers executed 6 of our hostages. And now after this, we're asked to show seriousness? We're asked to make concessions? What message does this send Hamas? Alors, l'annonce de la mort de ces 6 otages a provoqué, évidemment, on en a parlé tout à l'heure avec Georges Malpruneau, colère, stupéfaction, tristesse, évidemment, surtout que le Hamas promet de livrer les prochains otages dans leur cercueil si Israël tentait de les libérer. En quoi cela a un impact sur la campagne présidentielle américaine? C'est quand même très important. Jusqu'ici, Kamala Harris s'en est largement tenue à la ligne de Biden sur Gaza. On est à 62 jours de l'élection présidentielle. Oui, les sondages bougent en faveur de Mme Harris, mais peut-être pas assez pour conclure que l'élection est gagnée. Valérie Baudouin, chercheure associée à la chaire d'Endurant, est avec nous ce soir. Bonsoir, Valérie. Bonsoir. Et Piotr Smolar, correspondant à Washington pour le quotidien Le Monde, qui signait un papier ce matin. Les États-Unis refusent d'admettre l'impasse de leur stratégie envers Israël. C'est quand même incroyable de penser que les États-Unis ne peuvent pas obliger Netanyahou à changer de stratégie, à ne plus tuer les Palestiniens, comme c'est fait depuis, malgré l'horreur du massacre, parce qu'il y a une extrême droite qui le tienne au pouvoir. Piotr. Oui, il y a vraiment un déséquilibre évident dans la politique américaine depuis le 7 octobre. Alors, à leur crédit, ils ont réussi l'un de leurs objectifs principaux qui consistait à éviter une extension régionale du conflit. Ils l'ont fait dès le départ en déployant des moyens très conséquents en Méditerranée orientale. Ils l'ont refait ensuite en se plaçant militairement aux côtés d'Israël lorsque l'Iran, vous savez, a lancé cette attaque avec des centaines de missiles balistiques et des drones. Donc, de ce point de vue-là, c'est une réussite. Mais par ailleurs, l'administration Biden a entièrement misé son crédit politique sur la conclusion de cet accord de cessez-le-feu, qui est un plan en trois parties, en 3 étapes en quelque sorte, et qui conduirait à la libération de l'ensemble des otages contre la libération de centaines de prisonniers palestiniens détenus par Israël. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'à aucun moment l'administration n'a utilisé des leviers de pression sur le gouvernement israélien, faisant peser toute la responsabilité sur le Hamas, alors même que de façon évidente, Benjamin Netanyahou a joué un double, voire un triple jeu. Il s'est exprimé de façon différente en hébreu vis-à-vis de son public, de son opinion publique, et en anglais quand il discutait avec l'administration Biden. Il a gagné du temps, il a laissé beaucoup de marge de manœuvre pour ses partenaires dans la coalition qui est dominée effectivement par l'extrême droite suprémaciste. Bref, c'est une preuve, un aveu de faiblesse assez étonnant qui a parfois même pris des airs d'humiliation pour l'administration Biden. On va voir, Valérie, avant de vous donner la parole, je vais faire entendre au public l'extrait du discours de Mme Harris le soir où elle acceptait la nomination pour l'investiture présidentielle. Elle en avait, oui, pour Israël, mais elle en avait aussi en faveur des Palestiniens. On l'écoute. President Biden and I are working to end this war such that Israel is secure, the hostages are released, the suffering in Gaza ends, and the Palestinian people can realize their right to dignity, security, freedom, and self-determination. Bon, qu'est-ce qu'on fait de cet engagement, Mme Harris? Est-ce qu'elle doit se distancier de la ligne traditionnelle américaine qu'elle répète? Même à l'entrevue la semaine dernière, elle répétait son soutien indéfectible à Israël. Mais vous l'avez entendu, là, sur Gaza, sur les Palestiniens qui ont droit à la dignité, et à la sécurité. Oui, puis Kamala Harris, par contre, elle a été la première dans l'administration à utiliser l'expression « cessez-le-feu ». Si vous vous souvenez, Anne-Marie, au tout début du conflit, lorsqu'il y avait des négociations, on ne voulait pas parler de cessez-le-feu. On trouvait à peu près tous les synonymes de la planète pour ne pas utiliser cette expression, mais elle l'avait fait avant Joe Biden. Alors, les gens peut-être lui disaient « Ah, elle est peut-être plus sympathique à la cause palestinienne. » Dans ses déclarations, vous l'avez mentionné, elle est très près de la ligne de Biden. Est-ce que ça va changer? J'ai bien hâte de le voir. J'ai surtout hâte de le voir où elle va devoir être confrontée aux politiques de Joe Biden et à ses propres déclarations dans une semaine, presque au moment où on se parle, lors du débat. C'est certain que ça va faire partie des enjeux qui sont débattus. C'est certain que Donald Trump va marteler différentes déclarations, va vouloir taper sur le clou israélien en dépeignant
Kamala Harris comme quelqu'un qui est trop pro-Palestine et qui n'est pas assez du côté israélien. Alors, la rhétorique va être très, très différente pendant ce débat-là, donc ça va être assez intéressant. Mais l'autre élément, et je reviens sur le premier extrait qu'on a entendu avant même de se parler, où Joe Biden dit un non catégorique. Je trouve ça très fort. On ne fait pas dans la dentelle, on ne met pas de mise en contexte, il n'y a pas de zone grise, c'est juste non, il n'en fait pas assez. Ouais. Est-ce que Joe Biden aussi, comme il n'est pas candidat pour la réélection, va changer sa ligne avec le temps, moins de pression, comme il ne souhaite pas être élu? Et des sondages sortis aujourd'hui, Piotr, indiquent que la popularité de M. Biden monte. Est-ce que c'est parce qu'on apprécie le fait qu'il ait décidé de quitter la course? Est-ce que donc Kamala Harris doit arriver avec une ligne personnelle originale face à ce conflit, quitte à payer le prix dans certains États? On pense au Michigan ou pas, ou face à la communauté juive? Je pense que c'est un vrai casse-tête politique pour elle, parce que le risque de s'aliéner le vote juif en apparaissant tout d'un coup comme très critique vis-à-vis d'Israël pèse très lourd dans la balance. Elle a sans aucun doute des critiques plus vives à l'égard du gouvernement israélien que ne l'a Joe Biden, mais ça me paraît compliqué sur ce dossier-là de se démarquer de façon très franche. On parle vraiment là plutôt d'accent, de tempérament, mais pas de ligne politique différente. Et je peux d'ailleurs vous dire, on a eu aujourd'hui un briefing des correspondants à Washington avec le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, et c'est vrai que c'était assez incroyable d'entendre une nouvelle fois ce haut représentant de l'administration dire que selon les États-Unis, le droit humanitaire international n'a pas été violé par l'armée israélienne à Gaza. On est vraiment devant une administration Biden qui a un penchant pro-israélien extrêmement prononcé, et c'est pas du commentaire, c'est vraiment strictement factuel au vu de la politique suivie depuis le 7 octobre. Alors, c'est la même question, vous, Valérie. Est-ce qu'elle devra payer un prix quelconque de la position qu'elle prendra ou défendra? Bien, je vais aller justement un peu dans la même lignée, mais avec l'autre groupe d'électeurs, les électeurs de la communauté arabo-américaine qui, on se rappelle, ont eu ce vote blanc, entre autres justement au Michigan, au Minnesota, dans d'autres États où on a voulu, pendant les primaires démocrates où Joe Biden était sur le bulletin de vote, lui envoyer un message très fort et dire c'est comme si on boycottait sa candidature pour l'instant. On attendait des développements plus pro-palestiniens et moins collés sur les politiques israéliennes, sur le gouvernement israélien. Alors, d'un côté, je vais reprendre l'expression, dans un casse-tête politique, le vote juif, mais aussi le vote pro-palestinien, le vote des jeunes qu'on semblait perdre à un certain moment lorsque Biden était le candidat. Comment Kamala Harris va pouvoir aller le chercher? Alors, j'ai pas de bonne réponse sur quelle va être sa stratégie. J'ai l'impression qu'elle va essayer de se démarquer, oui, mais ça risque d'être dans une zone grise sans être quelque chose de drastique par rapport à ce que l'administration Biden fait. Est-ce qu'on va finir par retenir des armes, un peu comme le fait l'Angleterre? Est-ce que ça va faire partie des stratégies? Oui, c'est très peu l'Angleterre. Hein? C'est infime, leur contribution à Israël, mais c'est peut-être symbolique. Avant qu'on se laisse, il reste très peu de temps. Je vais vous demander d'abord à vous, Piotr, est-ce qu'il y a un sujet qui vous interpelle davantage dans l'actualité des dernières heures? Il y en a eu tellement. Une déclaration de Trump qui dit que c'est normal d'interférer dans une élection alors qu'il doit comparaître jeudi ou ses avocats pour les nouvelles accusations de Jack Smith. Ou autre sujet? Oui, ce qui est fascinant, c'est que les conseillers de Donald Trump lui répètent depuis des mois qu'il faut laisser derrière lui les pages les plus controversées, notamment le 6 janvier et les 3 mois de transition qui avaient précédé, et il n'y arrive pas. Il n'arrive pas à se discipliner, il y revient régulièrement, c'est plus fort que lui. Et ça va d'ailleurs être intéressant de voir si, au cours du débat qui aura lieu le 10 septembre contre Kamala Harris, si Kamala Harris va aussi sur ce terrain-là. Car pour l'instant, elle a de façon très habile cherché à le diminuer, un peu à le ridiculiser, à réduire sa stature. Ça a été très très efficace, au lieu de se laisser entraîner dans des polémiques. On va voir si elle va quand même sur ce terrain des principes et des valeurs fondamentales. D'accord. Rapidement, Valérie, en terminant. Ben, l'épisode du cimetière d'Arlington qui fait encore couler beaucoup d'encre. Si on se souvient très rapidement, Donald Trump qui s'est rendu sur place, a voulu prendre des images, des vidéos de campagne quand finalement il n'avait pas le droit de faire. Il y a eu une altercation. Et là, c'est le fils de John McCain. John McCain, ancien candidat à la présidence républicain qui est aujourd'hui décédé. C'est son fils qui dit que c'était une honte ce qui s'est passé au cimetière d'Arlington et qu'il a changé de parti où il est enregistré. Il est maintenant un démocrate et qu'il va voter pour Kamala Harris. Donc ça, c'est un message très, très fort et une histoire qui...
on va continuer d'en parler, j'ai l'impression, de cet épisode au cimetière d'Arlington. Oui, puis dans les 20 secondes qui restent, on apprend par les médias américains que les conseillers de Trump trouvent qu'il est un peu paresseux. Il n'a rien fait hier. Hein? Il a joué au golf, alors que Mme Harris a célébré les travailleurs. Et que là, on apprend, ce sera vérifié, mais que les républicains se retirent de New Hampshire, semblent concéder la victoire. Ils ne mettront plus un sou là-bas. Donc, tout ça est palpitant. On se reparle très bientôt, Piotr et Valérie. Merci. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Bonne émission. Merci.